Dans cet épisode, on va vous parler du pouvoir, de faits divers, de rythme de travail, avec quelques trucs tech, parmi lesquels les outils collaboratifs de demain, on l'espère. C'est Relife et c'est l'épisode 112. Je suis Guillaume Vendée, je retrouve mon binôme et co-animateur Matt, alias prof du web. Salut Matt, comment vas-tu? Ça va très bien, je suis content parce qu'on vient de faire un enregistrement et mon ordinateur n'a pas planté. Il est stable, 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 comme quoi c'était juste une carte de son qui n'allait pas avec mon Mac mini. Je vais bien et je suis très heureux de faire cette émission-là avec toi. Un grand plaisir de faire cette émission avec toi également, Matt, et avec les personnes qui nous suivent sur Twitch, parce qu'on enregistre une fois par mois 2 émissions d'un coup, le dimanche soir sur Twitch. C'est 20 h ou 21 h selon les changements d'horaire, selon nos dispos. En tout cas, sachez qu'une fois par mois, à 21 h sur Twitch, twitch.tv/relifepodcast, vous pouvez assister aux enregistrements d'émissions. Et puis, bah, c'est très cool d'avoir vos retours en live, de prendre en compte vos petits commentaires qui apparaissent en plus dans les diffusions en version vidéo. Tout cela est extrêmement bien construit et bien pensé, je trouve. Merci Matt pour toute l'organisation que tu as derrière cette diffusion donc en live. On a également le besoin de vous rappeler à quel point l'énergie avec laquelle on carbure, c'est votre soutien que vous témoignez notamment sur Patreon, sur la page Patreon, donc patreon.com/relivepodcast. Merci évidemment beaucoup de prendre part à l'aventure et merci pour votre participation très engagée. Alors Matt, on a d'autres soutiens Patreon qu'on va pouvoir citer dans cet épisode. Merci à Gaëtan The Geek, Miguel, Michael Paquet, Loïc Faga et Ludovic Pradier. On a aussi Zizou, Guillaume Zugmeyer, Olivier Albert, clin d'œil à toi, David Z et Rudy. Mr. T, je ne sais pas si c'est dans Mr. T, l'agence touriste, mais en tout cas, merci à lui, Mr. T. Jean de Papa à quoi tu joues, Pascal de Radio Sofo, Flushy et Kevin Mathy. Et puis, on ne peut pas ne pas mentionner Guillaume Borde, Olivier Verbeux, Psylopathe et Philippe Buche. Merci beaucoup évidemment à vous tous hein, qui participez au financement de Tech. Merci évidemment beaucoup à vous tous qui financez Relife et votre podcast sur l'amélioration du quotidien. Et vous pouvez aussi interagir avec nous, notamment avec des commentaires audio. Alors, c'est très facile. Vous allez soit sur le lien dans les notes de l'émission, soit vous lancez encore l'application ANCHOR parce que vous suivez Relife dans l'application encore. Et puis, vous pouvez laisser un message audio d'une minute, une minute maximum. C'est ce que nous permet de faire encore. Et de toute façon, c'est beaucoup mieux pour cadrer nos échanges. Et c'est Olivier Albert qui s'est prêté à l'exercice, Matt. Allons-y. Bonjour, et bien si un jour je m'étais douté que j'arriverais à parler barbecue et plancha, c'est Olivier, j'aurais été bien étonné. J'ai été très étonné de voir que notre ami québécois ne connaissait pas la plancha. Eux qui font partie en Amérique du Nord de la zone des plus grands barbecues du monde, j'étais étonné qu'ils ne connaissent pas. Eh bien moi je tenais à vous dire comment j'ai fait. J'ai un beau barbecue Weber de grande taille. Je l'ai séparé en deux. La moitié de la grille est recouverte d'une planche de plancha, et ce qui permet sur un même outil d'avoir à la fois et le barbecue et la plancha, et c'est super pratique. Et honnêtement, la plancha c'est bien parce que ça grille pas, ça crame pas, et on peut faire effectivement toutes les petites choses qui par ailleurs tomberaient dans les grilles. Et voilà, bonne journée à vous, à bientôt. Merci Olivier. Alors c'est la magie des podcasts et des interactions comme ça dans le temps, c'est qu'on arrive à reparler de barbecue alors qu'on en a parlé il y a de ça quelques épisodes, mais Ouais. c'est plus trop la saison, hein. Il commence à plus Non. faire vraiment suffisamment bon pour les barbecues. Et du coup, est-ce que tu n'aurais pas envie, Matt, un coup parti, de nous partager également les autres messages vocaux d'Olivier Albert? Il y en a un où il nous parle de café. Alors comme on a déjà parlé dans l'épisode 111 de café, on va pas trop en parler, mais juste de relayer son message parce que c'était un peu plus proche de l'épisode 111. Et puis, il nous parle aussi, dans son dernier message vocal, des oreillers qui font froid. Et ça, je trouve que ça mérite ta réaction, Matt. On va y aller avec l'oreiller en premier, tu veux, ou le café? L'oreiller. Ouais, le L'oreiller. café en premier. Le Le café, café en OK. premier. Allez. Bonjour les amis, c'est Olivier. Message cette fois-ci pour la machine à café de Guillaume. Guillaume, pour ma part, je suis un anti-capsule, d'une part car je trouve ça cher et d'autre part parce que je trouve ça anti-écologique. Et le broyeur à café, pour ma part, je l'ai adopté
depuis 5 ou 6 ans. Franchement, c'est génial. Il y a un site qui s'appelle chacunsoncafé.com qui te compare tous les types de capsules, de machines ou autres, et qui te donne, après amortissement de la machine, le coût du café. Et en fin de compte, c'est assez génial. C'est la première fois que j'ai fait un achat aussi important que ça sur un tel site pour acheter un produit que je n'avais pas réellement vu, car ils ont été de très bons conseils. Le dernier point, quand tu achètes ton broyeur à café, on regarde bien le broyeur. Il y a des métalliques qui sont très bruyants et il y en a d'autres qui sont plus chers mais moins bruyants. J'ai oublié quelle est la matière. Voilà, bon café à vous tous. Chacun son café.fr, en fait. J'avais pas écouté ce message, c'est le seul que j'avais pas écouté et du coup, je me jette sur le site en live pendant qu'on peut écouter le dernier message d'Olivier. Les oreillers. Bonjour les amis, message pour Matt pour t'indiquer que j'ai adoré ton coussin réfrigérant que tu trouves au Québec à 200 $. C'est un super produit, une super idée. Alors je voulais te dire qu'en France, on a un autre produit similaire qui est vachement bien. Ça s'appelle le pain de glace que tu achètes 2 ou 3 euros. Et c'est celui que tu utilises l'été pour mettre dans ta glacière pour garder tes bières au frais. Eh bien, le soir, quand tu te couches, tu mets le pain de glace sous ton oreiller et c'est génial car ça permet d'avoir de la fraîcheur. Étant donné qu'on a besoin de rafraîchir les extrémités, tu peux mettre la main sous l'oreiller et ça te rafraîchit le corps également très rapidement si tu touches à ton pain de glace. Voilà, voilà. Personnellement, moi, je le fais l'été quand il fait très chaud et c'est super utile et se rafraîchir par la tête, par l'oreiller, c'est une excellente idée. Bon, j'ai pas essayé de le mettre dans les chaussettes, mais peut-être que ça marche aussi. Bonne soirée à vous tous. Au, au- Excellent. au début, quand j'ai écouté le message d'Olivier sur l'oreiller, je me suis dit, oh, il est en train de nous taquiner et de se moquer de Ouais. nous. Et en fait, non, je pense que c'est vraiment des techniques qu'il doit faire. Et effectivement, bon, là, en plein hiver, on s'imagine pas mettre des pains de glace sous notre oreiller, peut-être, mais en plein été, je ne suis pas contre, du coup, de mon côté. Matt, quoi de neuf de ton côté? Est-ce que tu as des nouveautés dans ton quotidien à nous partager, depuis l'épisode précédent? J'imagine qu'on avait quand même bien fait le tour, mais je préfère te tendre le micro quand même. Mais oui, en fait, dans, Patreon, dans notre groupe Patreon, notre communauté, on a eu une question cette semaine de Pierre Neuville, et j'ai vu aussi sur, la chaîne Apple Addict qui est assez suivie que, bon, ben, InnoReader, j'ai gagné, hein. Tout le monde commence à l'acheter et à s'abonner avec InnoReader. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est InnoReader, ça vous permet, ben, de faire un regroupement de tous les sites que vous suivez, mais aussi des tweets, des comptes Twitter que vous suivez, des mailing lists que vous suivez, des pages Facebook que vous suivez, des comptes YouTube que vous suivez. Bref, c'est un endroit où vous centralisez l'information. Et Pierre Neuville ben, nous a écrit Bonjour messieurs, je fais appel à vos connaissances poussées d'InnoReader afin de savoir s'il est possible de trouver une appli pour mon Apple Watch toute neuve. Et puis, en fouillant, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup, beaucoup de compagnies qui avaient des applications de lecteurs de nouvelles RSS sur Apple Watch qui ont carrément, qui sont vraiment partis du marché. InnoReader avait une application avant sur Apple Watch, n'existe plus. Il y a plusieurs autres sous-applications bien connues qui ne le font plus. Il reste Newsify qui le permet, mais ça ne permet pas de synchroniser ton InnoReader. Alors, au début, je me disais ça servait à rien parce que dans le temps, l'écran des Apple Watch était très, très, très petit. Maintenant, il a tendance à grossir. Est-ce qu'ils vont revenir sur le marché? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le genre d'usage que tu ferais, toi, sur ton Apple Watch, Guillaume, de lire des nouvelles ou de lire des trucs sur ton Apple Watch? Bah, la première réaction, que j'aurais quand tu mentionnes ça, c'est non, parce que vraiment, moi, je fais un usage de l'Apple Watch qui, au-delà de la taille de l'écran, hein, est un tri de mon quotidien, un peu quelque part. Donc pour éviter d'être trop sollicité, sur mon smartphone, j'aime bien malgré tout parfois, sur mon iPhone avoir plein de notifications, qui me synthétisent plein de choses, mais j'aime bien pouvoir contrôler ça et la plupart du temps, j'ai besoin de filtrer un petit peu et donc l'Apple Watch me sert beaucoup à ça et c'est pas un outil que je vais lancer en consultation, en production. Il faut reconnaître quand même que de maintenir le bras comme ça, à bras levés pendant une période prolongée pour consulter du contenu, c'est pas hyper confortable. D'ailleurs, quand j'avais vu, Apple qui présentait la fonctionnalité, de navigateur où tu peux carrément consulter des pages, que tu peux consulter des choses détaillées sur ton Apple Watch, moi ça m'est assez étranger. Donc malheureusement, je suis navré, je vais pas pouvoir, donner de préconisations par rapport à ça. Heu,
Mais peut-être, pourquoi pas, qu'il y aurait des usages à trouver, ne serait-ce que pour trier les news. Parce que parfois, Oui. moi, dans mon lecteur de flux RSS, j'ai beaucoup de news et si je pouvais déjà en trier quelques-unes sur leur titre, bah, ce serait pas inintéressant, je me dis spontanément. Mais si vous avez la réponse, en tout cas, n'hésitez pas à, nous remonter votre préconisation et on la partagera évidemment dans un futur épisode de Relive, ça c'est clair. Exactement, pour la raison pour laquelle que je le partage, parce que oui, ensemble avec la communauté, on risque de t'aider, Pierre. Alors, on va essayer de trouver, en groupe quelque chose pour t'aider avec ton Apple Watch, mais tu peux garder ton compte InnoReader, ça va bien très, très, très bien faire. Matt, tu nous avais préparé je pense, un beau dossier pour cet épisode. Tu vas nous parler du pouvoir, le pouvoir power, les 48 lois du pouvoir. Dis-nous tout. Bon, en fait, c'est un livre sur lequel, bon, vous savez, je l'ai dit dans l'épisode précédent, je recommence beaucoup plus à lire sur Kindle, alors je cherche des livres et puis, mais c'est sûr qu'un élément qui fait ressortir les livres par rapport à d'autres, ben, c'est le nombre d'étoiles, hein, le nombre de critiques que peuvent avoir des livres et il y en a un qui a attiré mon attention et pour lequel, hem, je ne vais pas vous le lire au complet, je vais juste vous en parler et j'ai des doutes. Et j'ai des doutes et j'aimerais avoir votre avis, hein, dans les commentaires ou les messages vocaux. J'aimerais avoir votre avis sur ce type de livre-là. J'ai pris sur moi de faire attention à tous les biais qui pourraient m'induire en erreur sur ce livre-là. Et j'ai encore quand même des doutes par rapport à ce livre. Alors, le livre, ça s'appelle Power, les 48 lois du pouvoir. C'est écrit par Robert Greene. C'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui. C'est dans les best-sellers du New York Times. C'est dans les best-sellers de beaucoup, beaucoup de livres. C'est dans les top 10 de Amazon, je pense, dans les plus grandes ventes. Ça a été beaucoup plébiscité. Moi, j'en avais jamais entendu parler, mais apparemment qu'aux États-Unis, ça a été beaucoup plébiscité. Et vous allez comprendre pourquoi, peut-être plus aux États-Unis que dans les pays francophones. Ou peut-être que je fais encore là, qu'il y a encore un biais qui me fait penser à ça. Alors, c'est un livre que pour certains est très lucide, est très critique, et que pour d'autres, c'est très, machiavélique. C'est un livre qui reste une référence dans certaines descriptions de psychologie de notre nature humaine. C'est ce que certains disent. Que vous l'ayez déjà lu ou que vous souhaitez le lire, c'est un résumé de 48 lois basées sur l'histoire, de dictateurs, pas forcément de dictateurs, mais de guerres, et des éléments historiques depuis 3000 ans. Des situations, de jeux politiques, des cours aristocratiques. En résumé, c'est 4 lois pour, appréhender, le pouvoir. C'est important de comprendre que le pouvoir n'est ni une bonne ou ni une mauvaise chose, c'est ce qui est dit. D'ailleurs, l'auteur invite à nous méfier de ceux qui rejettent avec, des raisons morales ce livre. Et c'est pour ça que j'ai besoin de votre aide parce que j'arrive pas à me situer par rapport à ce livre-là. Heu, je trouve qu'il y a quand même des éléments importants pour, ceux qui souhaitent éviter d'être manipulés. Peut-être qu'il y a des trucs que vous allez pouvoir comprendre par rapport à là, des mécanismes de pouvoir, et pour éviter aussi la langue de bois qu'on peut voir au niveau politique, mais au niveau du travail. Fait que ça met un peu la table. Lorsque, vous lirez les notes de l'émission, je vous ai fait un lien sur, un site qui relaie les 48 lois. Évidemment, c'est un résumé. Il y a toutes les 48 lois de ce livre-là, mais dans chacun des lois dans le livre, ben, on fait une référence à des ouvrages, à des éléments historiques euh, à travers le monde, que ce soit en Inde, en Asie, que ce soit en Occident. Il y a toujours ces éléments-là qui reviennent, je dirais, entre guillemets, appuyés par des éléments historiques. Mais encore là, j'ai beaucoup de difficultés dans ce livre-là. Tu sais, des fois, dans nos émissions, Guillaume, on parle de livres, de choses qu'on a bien aimées. Là, j'arrive pas à me positionner et j'ai vraiment besoin de vous pour essayer de comprendre où est-ce qu'on peut situer, ce livre-là. Alors, je vais vous lire les 10 premières lois en premier. Là. Ne jamais surpasser le maître, ne vous fiez pas à vos ennemis, apprenez à utiliser vos ennemis, dissimulez vos intentions, disant toujours le moins possible, protégez votre réputation, attirez l'attention à tout prix, laissez le travail aux autres, récoltez-en les lauriers, obligez l'adversaire à se battre sur son propre terrain, remportez vos victoires par vos actes et non par vos discours, fuyez la contagion et la malchance et du malheur. Et au début, si j'ai trouvé ça super agressif, les types de lois qui étaient cités,
ça commence, et je vous avoue, je ne l'ai pas fini, hein, le livre, j'en suis à la moitié. Ça commence à être un petit peu plus vertueux que ce Mmh. qu'on peut lire dans les premières lois, hein, où on dit Mmh. ne pas surpasser le maître. Tu fais ah, bordel, là, on va où là? Alors, je vais vous lire le ne jamais surpasser le maître. Ouais. Dans votre quête d'impressionner les autres, ne vantez pas trop vos mérites. Si la personne au-dessus de vous, hiérarchiquement, voit en vous un danger, elle trouvera le moyen de vous faire remplacer. Même si vous sentez en sécurité grâce à vos compétences, ne prenez jamais cela pour argent comptant, car vous risquez de tomber de haut. L'une des pires erreurs que vous pouvez faire est d'essayer de vous montrer comme étant meilleur que votre maître ou mentor, même si vous l'êtes, et ne laissez pas votre ego prendre le dessus. Restez discret, continuez d'apprendre. Encore plus que cela, Robert Greene nous invite à faire en sorte que nos supérieurs aient l'air d'être meilleurs pour accéder à leur pouvoir. Alors, ça, c'est les premières lois. Après ça, ça commence à être beaucoup plus doux. Mais quand même, j'ai beaucoup de difficultés par rapport à ça. Alors évidemment, il cite des Balthazar Gracian, il cite des livres que je n'ai pas lus, là, il amène pour appuyer certains trucs comme la loi numéro 8. Obliger l'adversaire à se battre sur votre propre terrain, et il amène un proverbe chinois avec un petit appât, on capture un gros poisson. Euh, alors, je ne sais pas si j'ai perdu mon temps, je ne sais pas si ça m'a aidé à quelque chose. Bref, à chaud comme ça, Guillaume, ça te fait penser à quoi ce genre de livre-là? En fait, ce qui m'embête, c'est que, bon, il y a un truc déjà sur lequel ça m'interpelle beaucoup, c'est, remporter vos victoires par vos actes et non pas vos discours. Il faudrait que je lise pour savoir ce qu'il y a vraiment derrière, mais ça m'embête parce que c'est assez antinomique avec certaines positions qu'on a d'ailleurs relayées dans Real Life, il y a de ça quelques épisodes maintenant, autour de la rhétorique, qui au contraire, est un outil qui permet justement d'utiliser les discours pour faire passer nos convictions et justement, C'est bon. pour faire avancer nos idées quoi, tout simplement. Donc bon, je suis un peu, circonspect sur cette proposition. Sur les autres, il y a effectivement quelque chose, on a l'impression que c'est toutes les tares qu'on puisse imaginer pour être quelqu'un qui n'est pas vertueux, quoi. On a l'impression que c'est un petit peu pas très humain. En même temps, ce que je tends à penser, encore une fois, je ne l'ai pas lu, hein, donc je m'approprie le sujet tel que tu nous le présentes, mais je me dis, peut-être qu'il a listé de manière extrêmement factuelle, ce qui fait que si jamais tu arrives à cocher les 48 cases, si tu arrives à cocher les 48 directives, c'est à peu près certain que à tu arrives à tes fins. Voilà, tu gagnes, tu as le pouvoir, le contrôle, bon. Maintenant, ce qui serait intéressant, ce serait de voir si jamais tu coches les 48 cases, à quel point tu deviens un enfoiré, quoi. À quel point tu deviens, quelqu'un qui est à peu près humain, à quel point tu es quelqu'un qui est en phase avec sa société. Et ce qui est peut-être compliqué, c'est tout simplement d'appeler ça des lois. Je ne sais pas, Mmh. est-ce que c'est un élément de traduction ou est-ce que, dans la version originale, c'est bien law en anglais? Et est-ce que ça a la même signification en anglais ou en français? Je ne sais pas. En fait, ce qui m'embête, c'est que ça donne l'impression qu'il faut faire les 48, alors que, ce serait 48 astuces pour, gagner du pouvoir. Je trouve que ce serait déjà moins gênant parce que tu pourrais aller picorer quelques astuces et essayer d'améliorer un peu ta situation. Essayer de mettre quelques éléments de côté pour gagner de ton côté, arriver, pour gagner sur le plan des idées. Mais je suis assez embêté parce que là, les lois, ça donne l'impression qu'il faut les suivre en entier et franchement, quand je vois les titres, si jamais c'est ce qu'on s'imagine avec les titres et que tu respectes les 48 lois, waouh, tu un connard, quoi! Alors, Darshana qui dit: «On dirait un peu un guide pour devenir le parfait en cul». Là, les 3 petits points après. Oui, c'est On a vrai. aussi, Jess Chris qui dit: «C'est un livre un peu toxique, non?» Je dis: «Ben, effectivement, je pense que tu as mis le doigt sur un truc C'est toxique peut-être, ouais. qui me déplaît un peu. C'est un livre, comme je l'ai dit, là, ultra populaire, hein. Si vous voyez la version anglaise sur Amazon, 25 199 étoiles, 4 étoiles sur 5, 4 étoiles point 5 sur 5. Fait que bref, 4 étoiles et demie. Fait que bref, c'est assez populaire là, ce livre-là, et ouais, Maxime nous dit dans la chatroom: «Après ça permet de comprendre un autre point de vue». Alors, s'il faut le prendre ce livre-là sur un thème particulier, je pense que c'est le bon, Maxime. Je pense que tu mets le doigt sur l'élément que j'essaie de mettre en exergue. C'est-à-dire que je veux, prendre ce livre-là comme: «OK, c'est un point de vue, mais ça se peut pas que ce soit les lois pour gagner en pouvoir, si pouvoir est-il». Et deuxième élément, c'est que
on dirait que dans les éléments qu'il décrit, j'ai pas envie de vivre dans ce monde-là. Alors, peut-être que je tombe dans la case, hein, où on dit qu'il faut se méfier parce que les gens, pour des raisons morales, pourraient rejeter ce livre-là. C'est soit des manipulateurs ou des gens crédules. Je suis peut-être, assurément dans les crédules à suivre. Mais bref, je serais intéressé, hein, dans les notes, les commentaires, les messages vocaux, d'avoir vos commentaires par rapport à ce livre-là. Vous irez dans les liens, cliquez pour voir les lois. Et si ça vous intéresse, évidemment, ben, allez l'acheter, le livre, ça fait toujours plaisir aux auteurs. Mais j'ai un peu de difficulté. J'avoue que je ne le comprends pas. Ce qui est délicat en plus, c'est que tu as bien fait les avertissements préalables. Tu as dit: «L'auteur nous invite à nous méfier, de ceux qui Hein? rejettent pour des raisons morales. Ils sont en général eux-mêmes des manipulateurs ou des gens crédules». Et bah, en fait, OK, donc tu dis: «Bon, très bien, je vais prendre cette phrase». Ensuite, tu prends connaissance des lois, puis waouh, ouais, effectivement, c'est difficile de te les approprier. Ah, donc je serais un manipulateur. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de marketing de l'indignation derrière, la manière dont est amené, le contenu de ce livre. À voir, effectivement, il faut probablement le prendre sous un angle informatif et pas sous un autre angle, ça, c'est clair. Merci Matt. On ira regarder ça à la tête, reposée peut-être, si vous le lisez effectivement, dites-le nous, ce serait génial. On a, une autre chronique, un autre dossier que tu as préparé pour nous. Je sais que Oui. c'est un sujet qui t'est cher, encore plus depuis qu'on subit une pandémie, mais c'est celui du rythme de travail. Qu'est-ce que tu voulais nous partager sur ce sujet, Matt? Je suis tombé sur un article du Devoir chez nous où une compagnie de jeux informatiques, Eidos, E-I-D-O-S, commence à adopter la semaine de 4 jours et je trouve que commence à faire de plus en plus de sens dans ma tête. La course au salaire, dans l'article, que vous verrez, la compagnie a pris parti d'arrêter parce qu'à un moment donné, on ne peut plus, en tant qu'entreprise, a aller dans cette surenchère-là d'argent pour ses collaborateurs. Financièrement, ça met l'entreprise à risque. Et aussi, à un moment donné, ben, c'est un bloquant pour l'innovation, peut-être aussi pour les nouvelles entreprises qui pourraient jaillir, d'avoir des salaires de plus en plus élevés. Ben, c'est une course qui n'en finit plus. Et de facto, ben, on s'en va vers une inflation, hein, si on continue comme ça. Ici, tu sais, je veux le rappeler, on a des gros, gros problèmes de pénurie. 25 des entreprises cette année ne pourront pas aller chercher des contrats supplémentaires par rapport aux autres années parce qu'on n'a plus de main-d'œuvre. Des restaurants ont des difficultés, ferment, des commerces ferment, pas parce qu'ils n'ont pas de clients, pas ça du tout, ils n'ont pas d'employés. Alors, c'est juste assez incroyable. Et Eidos a pris parti de changer ça et de proposer à ses 500 employés du studio de jeux vidéo Eidos au Québec de leur donner congé le vendredi, ce qui ferait qu'ils travailleraient lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ils Payé baisseraient leur pareil? nom et voilà, ils baisseraient le nombre d'heures, mais ils auraient le même salaire. Alors, ils seraient à 32 heures à la place de 40 heures, mais auraient le même salaire. Et d'après ce que, et je vais vous lire d'autres pays qui ont commencé à emboîter le pas d'ailleurs, hein, dans les pays scandinaves qui commencent aussi à y aller dans ces avenues-là. Il n'y aurait pas de perte de productivité, ce qui est assez intriguant parce que si tu travailles, on était habitué, hein, à travailler beaucoup d'heures et si tu fais moins d'heures, logiquement, moins, ça veut dire moins de productivité. Eh bien non, il y aurait vraiment un gain en productivité et en bien-être. C'est pas curieux ça, je sais pas, hein. Alors le dirigeant de la compagnie dit: «La guerre des salaires est une guerre sans fin. On veut plutôt regarder des solutions pour prendre soin de nos employés, les aider, au succès des studios», explique, Anne-Fauzy, le directeur, là-bas. Alors c'est à chaud comme ça, quand tu entends parler qu'une compagnie veut réduire les heures, ils commencent à se rendre compte que même en réduisant les heures, ben, ils ne perdent pas en productivité. Est-ce que ça t'étonne, Guillaume? Alors, ça me fait beaucoup réfléchir. Il y a Maxime là qui réagit dans la chatroom sur Twitch qui dit, c'est la loi de Parkinson. Effectivement, c'est la loi qui vise à dire que, si tu donnes un délai à une tâche, la tâche va nécessairement occuper tout le délai, même si, en théorie, elle pourrait être bouclée en moins de temps. J'ai plusieurs réflexions qui me viennent. Elles viennent toutes,
en tout cas ces réflexions, prendre la même origine dans le fait que le travail a, pendant très longtemps et probablement encore aujourd'hui, été associé à de la production, physique, à de la production Ouais. technique. Je schématise, mais si tu vas, travailler dans une usine pour faire une action donnée, je pense effectivement que c'est assez indiscutable que en 5 jours, tu feras plus de fois l'action, qu'en 4 jours. Après, on peut aussi mettre un bémol en disant que peut-être qu'au bout de 4 jours, 3 jours, peut-être même, tu as une fatigue qui fait que du coup, tu vas arriver à être moins efficace que si tu te reposais une journée de plus et si tu concentrais ton travail. Mais tu vois déjà sur cet aspect physique, je trouve qu'il y a moins matière à, discuter. En revanche, sur tous nos métiers un tant soit peu modernes, numériques, digitaux, clin d'œil à l'épisode précédent, ou en tout cas qui sont basés sur, une forme d'intelligence, non pas qu'encore une fois les métiers manuels soient pas intelligents, mais qui soient uniquement basés sur des concepts basés sur la réflexion, de l'interaction. J'ai tendance à penser effectivement, comme le dit Maxime, que la loi de Parkinson intervient beaucoup et qu'on pourrait faire énormément de choses de manière aussi qualitative, voire plus qualitative, en concentrant plus le temps de travail. C'est difficile hein, parce qu'on est aussi beaucoup sur des suppositions. C'est pour ça que c'est captivant de voir un petit peu ce qui se fait en matière d'expérimentation un petit peu partout. Oui, effectivement, en Islande, il y a 2 projets pilotes qui concernaient 2 500 fonctionnaires municipaux et fédéraux. Alors là, il y a plusieurs enjeux qui ont réussi à démontrer, c'est-à-dire que d'abord, de base, on pense tout le temps qu'un fonctionnaire ne fout rien. Ils ont vaincu ça quand même, cette fausse croyance, et on s'est montré, les effets positifs de la semaine, de 4 jours dans leur projet pilote, qui est un projet pilote qui a duré plusieurs années, hein, OK? Ils se sont entendus effectivement avec les syndicats du pays, les conventions collectives, pour garantir parce qu'il y en a qui veulent travailler de 40 heures. Tu es pas obligé de réduire ta semaine, tu as le même salaire et il y en a qui voulaient peut-être aussi le garder. Heu Parmi les, employés concernés du projet pilote, il y avait des travailleurs de bureau. Alors, c'est intéressant par rapport à ce que tu viens de dire, mais aussi des services de protection de l'enfance, les piscines, hein, tu sais, tout ce personnel de surveillance, garderie, établissement de soins, postes de police et autres. Et tout ça a été mélangé et quels ont été les effets, observés? En fait, c'est que les résultats sont très clairs. Le niveau de service a été maintenu et a même été amélioré dans certains cas. Les participants ont dit que leur temps de récupération les aidait à être encore meilleurs au travail. C'est-à-dire que, tu as pas besoin de 5 jours, tu as 3 jours de relâche et ce qui fait que, tes 4 jours, tu es beaucoup plus performant et tu y vas mieux. Ça a démontré qu'on pouvait travailler de façon plus intelligente, augmenter la satisfaction au travail, réduire le stress psychologique, physique, on parlait tantôt et on a eu un meilleur équilibre, entre la vie de famille et la vie professionnelle. Il disait dans l'article aussi que je vous ai relayé du Devoir, c'est un autre article du Devoir, à croire que je suis abonné. Ben oui, je suis abonné parce que j'ai Apple News. Est-ce que vous avez Apple News en France? Non, je le sais. Chut, 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 chut. Alors, il n'y a pas de raison scientifique pour qu'un travailleur, pour travailler 40 heures par semaine. Cet horaire est là pour des raisons historiques. Il a été introduit lorsque la majorité des gens travaillaient dans des usines. Mais le monde du travail, il a bien changé. Pour le travail cognitif, travailler plus longtemps ne permet pas toujours d'atteindre les meilleurs résultats. Et c'est inscrit directement, je vous ai lu l'article. Hem Évidemment, les changements ont nécessité du travail, de la réorganisation. Il y a des établissements et des comités qui sont mis là-dessus. Alors, si on s'y met tous du côté des chefs d'entreprise, du côté du patronat ou du côté des employés, on voit qu'on est capable d'atteindre des éléments super intéressants pour les humains et qui dit meilleur service dit des clients plus satisfaits. Bref, il y a peut-être des pistes là, à explorer. Il y a des réactions dans la chatroom, notamment Maxime qui dit: «Est-ce que c'est mieux 4 jours continus ou une coupure le mercredi?» Et il y a, un célèbre inconnu qui répond: «Une pause en milieu de semaine, ce serait bien». Et en fait, je trouve que ce qui est hyper intéressant, c'est de se dire que le collectif, l'entreprise, l'ensemble des collaborateurs peuvent s'organiser pour que le service soit rendu du lundi au dimanche. Je veux dire, c'est absolument pas un souci et chacun peut s'organiser sur, sa petite organisation, de son côté.
En fait, on a déjà souvent décrié dans Real Life Match, je sais pas si tu te rappelles, mais le fait qu'on soit tous un peu comme des moutons à devoir aller travailler le matin de 9 heures Voilà. et partir à 18 heures, Alors, ou on a des embouteillages partout, il faut plus de voilà. routes, il faut plus de voitures, il faut plus de transport. Alors que l'amplitude d'une journée nous permettrait de recouvrir encore plus de temps, peut-être Mmh. d'ailleurs d'offrir des services qui seraient plus, présents pour, plein de monde. Qui n'a pas déjà souffert de devoir appeler, un service administratif entre 9 heures et 18 heures du lundi au vendredi alors que tu travailles? Tu peux juste Ouais, ouais. pas te dimensionner ou te rendre dans un service. Bref, cette souplesse, elle est intéressante, et de proposer aux uns ou aux autres, de s'organiser un petit peu comme ils le souhaitent, moi je trouve que ce serait vraiment pas mal. D'autant plus que tu peux fixer des journées où tout le monde se retrouve. Tu peux dire, bah, le lundi, il y a tout le monde. Je veux dire, quel que soit le rythme que tu retrouves, le lundi, c'est le début de la semaine, il y a des choses à initier, il y a des trajectoires à donner. Tout le monde se retrouve. Et après, d'apporter de la souplesse à tout ça. Effectivement, moi, je suis assez emballé par ces dispositifs, par ces réflexions. J'ai quand même le sentiment que le monde du travail dans la réalité est encore assez éloigné de ces belles propositions. En tout cas, en France de mon côté. Mais bon. Est-ce que toi, ton travail, de manière, vraiment plus concrète, plus proche de toi, il y a des évolutions de ce type? Le télétravail a apporté l'hybride. Alors, ce qui va arriver chez nous, au niveau du travail versus télétravail, alors on part d'une prémisse où, avant la pandémie, il y avait pas de crise, alors on n'avait pas besoin de télétravail, alors tout le monde allait au travail. Mais maintenant qu'on a compris qu'on était capable de travailler sans forcément être présent, il va y avoir un mode hybride qui va s'installer. De facto, ça va plaire et puis, dans les dernières conférences, hein, Microsoft est très, très, très fort en ce moment là-dessus, puis je fais un lien avec le prochain bloc dont on va parler, mais Microsoft travaille beaucoup sur le mode hybride et arrive avec beaucoup d'études très, très bien documentées qui parlent du fait que ben, les employés maintenant veulent du travail hybride, veulent absolument du télétravail. Est-ce qu'ils veulent du télétravail à temps plein? Non. Est-ce qu'ils veulent une flexibilité? Oui. Ça rejoint un petit peu ce qu'on se dit. Là, on voudrait avoir de la flexibilité. Alors là, on est juste sur l'axe télétravail versus travail présentiel. Mais je pense qu'on va y arriver à cette flexibilité-là d'horaire. Ça m'apparaît totalement logique. Euh, Moi, c'est des choses que je vais envisager pour des collaborateurs pour lesquels j'aimerais les avoir, mais je n'ai peut-être pas nécessairement les salaires à leur offrir. Si je suis capable de négocier autrement sur le temps de travail, là, ça me donnerait une belle latitude et sans forcément couper sur la compagnie. Alors, pour répondre concrètement à ta question, on va aller sur du télétravail en mode hybride. De facto, on gagne beaucoup au niveau de nos horaires. Tu comprendras que l'hiver, ici, on a des tempêtes de neige. Des fois, de vouloir à tout prix aller travailler, ben, c'est dangereux pour ta vie, tout simplement. Hein, c'est complètement stupide et incohérent avec le fait que ben, moi, mes employés sont importants pour moi. Tu sais, quand un patron dit ça et qu'il oblige à tous ses employés en pleine tempête de venir au travail, c'est complètement incohérent. Mmh. Fait on va gagner là-dessus et le télétravail va aussi amener des restructurations au niveau des locaux, tout simplement. On va voir soit pour certains des locaux beaucoup plus vastes, beaucoup plus grands, beaucoup plus euh, qui vont donner une impression de respirer beaucoup plus grande. Et pour certains, ben, des compagnies qui n'auront pas le choix vont pouvoir économiser en réduisant les locaux parce qu'en étant hybride, tu as une partie des gens qui sont là, une partie qui ne sont pas là. Fait que tu n'as pas besoin nécessairement du même nombre de superficies locatives ou d'achats sur tes entreprises. C'est gagnant-gagnant. Et pour le télétravail, on comprend que c'est gagnant-gagnant. Ben, je pense que pour l'heure de travail aussi, j'ai hâte et moi, je vais commencer à pousser l'idée. Et tous ceux qui écoutent, ben, commencez à pousser les idées. On cherche des façons d'améliorer le travail dans nos entreprises. Ben, c'est peut-être un truc qui est tout con, mais qui pourrait avoir en mode expérimental, pourrait avoir des gains, par exemple. Bon, de toute façon, j'ai le sentiment que c'est le sens de l'histoire, hein, de toute manière, d'avoir des évolutions sur ce plan-là. Et si on regarde, de toute façon, le temps de travail a diminué au cours de l'histoire. Donc il n'y a pas de raison, bien au contraire, que ça s'inverse. Donc il faut voir comment est-ce qu'on veut accompagner ce changement. J'ai une proposition à te faire, Matt. Je devais parler un petit peu d'un sujet un petit peu différent. Mais du coup, j'ai presque envie de te brancher plutôt à ce qu'on enchaîne tout de suite avec notre rubrique techno, où justement tu parlais d'outils à Oui. distance. Ça fait un petit peu plus le lien, et je reprendrai un petit peu derrière en le raccrochant à la partie inspiration. Tu voulais nous partager, et je pense que c'est hyper précieux, Loop. Alors peut-être qu'il y a besoin de rappeler aux gens notre expérimentation respective avec Notion, peut-être, pour bien cerner Exactement. l'outil.
Ah ben, tu fais le lien parfaitement, à croire que tu es un podcasteur professionnel. Ah ben, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Alors, Microsoft, c'était la Ignite, 2021 cette semaine. Qu'est-ce que c'est la Ignite? C'est, une conférence, qui est donnée par Microsoft et c'est là où ils annoncent leurs nouveaux produits. Alors, il y a toutes sortes de nouveaux produits, hein. Il y a des produits qui ont plus une vocation pour les développeurs, il y a des vocations aussi au niveau du travail et des outils de collaboration. Il y a aussi, les systèmes d'exploitation aussi, des fois, il y a des annonces qui se font là. C'est pas les jeux. Ça, les jeux Microsoft, c'est une autre, type de conférence. Ignite, c'est vraiment leurs produits, plus de travail, collaboration. Ils ont annoncé en grande pompe, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas annoncé en grande pompe ça, un produit, qui arrive dans la suite Office, hein, la suite bureautique et ils arrivent avec Microsoft Loop. Qu'est-ce que c'est Microsoft Loop? Ben, tu l'as comme un peu déjà dit. Pour ceux qui C'est quelque connaissent chose pour grossir le texte. c'est ça. C'est tout. C'est une loupe. Ils avaient le trombone, maintenant ils ont la loupe. Non, c'est une blague. C'est vraiment un logiciel, qui, pour ceux qui connaissent Notion, ben, c'est Notion, hein. Ça va être assez simple à expliquer. C'est un outil qui se divise en 3 phases. Il y a une phase, plus application, il y a une phase plus page, puis il y a une phase plus module. Essentiellement, on va parler de Workspace, Loop Workspace, qui est l'équivalent de Notion, ou pour ceux qui ne connaissent pas Notion, c'est assez difficile à décrire, mais voyez comme les tableaux, des listes, des éléments de texte, des éléments de vidéo, des éléments de lien, comme étant des composants qu'on assemble sous le format qu'on désire. Alors, ça peut être des fiches, ça peut être des tableaux, ça peut être des documents comme des Word comme à l'époque, mais toujours un assemblage d'éléments. Et là, dans l'occurrence, dans le cas de Loop, c'est un assemblage, bien évidemment, de composants de Excel, de composants de PowerPoint, de composants de OneNote. Tout ça dans une fiche. Est-ce que tu as une meilleure analogie que moi pour expliquer ce que c'est une notion, puis cette nouvelle philosophie-là de document? Non, je trouve que, l'idée de décrire ça comme étant un assemblage de différentes briques, qui Ouais. sont pas liées à un logiciel en particulier. C'est vrai qu'aujourd'hui dans notre boulot, combien de fois est-ce que tu as des personnes qui utilisent PowerPoint alors qu'ils devraient utiliser, du Word pour, faire un document parce qu'il y a des tonnes de textes? Combien de fois est-ce qu'il y a des personnes qui utilisent des tableaux Excel alors qu'il y a beaucoup de textes qui pourraient faire ça dans Word? Bref, il y a beaucoup de mauvais usages, je pense, des logiciels et c'est normal, c'est parce que ces logiciels sont pas hyper pensés pour avoir des formats qui soient souples et ouverts et surtout, il y a cette dimension, de conservation de la donnée dans le temps qui est très nouvelle, alors qu'en fait, c'est un besoin qu'il y a depuis très longtemps, mais qui est encore beaucoup contraint par le format des logiciels d'aujourd'hui et je pense qu'ils ont très, très bien vu que Notion, était dans sa philosophie quelque chose qui répondait bien à ce besoin. C'est-à-dire que tu lances Notion pour, capturer de la donnée et tu lances pas, forcément un logiciel pour capturer de la donnée, mais c'est le même logiciel, qui va te permettre de capturer de la donnée de plein de manières différentes et puis il y a cette persistance dans le temps, ce dynamisme qui est hyper important, je trouve, compte tenu de nos usages d'aujourd'hui. Évidemment, toutes ces briques-là que vous assemblez, hein, pour ceux qui ont la vidéo, vous pouvez le voir, en miniature un peu. C'est des, éléments de contexte qui ont un lien en mode collaboratif. Je m'explique. Vous prenez des briques, vous les assemblez. C'est déjà un beau foutoir à comprendre, hein, à l'audio. Mais si vous ajoutez la couche collaborative où pendant que vous déplacez vos briques, quelqu'un d'autre déplace les briques, ajuste les briques, là, ça devient assez incroyable, le potentiel et ou perte de temps pour ceux qui ne comprennent pas l'outil, que vous pouvez atteindre. Alors, il faut faire attention avec ces outils-là, n'est-ce pas Guillaume? C'est pas à mettre en toutes les mains, hein. Je sais pas parce qu'en fait, l'image, la vidéo que tu diffusais, c'est quelque chose d'extrêmement poussé. Je sais pas si dans les cas d'usage au quotidien, tu as 4 personnes qui viennent ouvrir un même document pour le modifier. Je pense que dans la plupart des cas, il y a, 1-2 personnes qui le modifient en temps réel et les autres qui regardent, et c'est largement suffisant. Mais d'un point de vue technique, c'est impressionnant de voir que c'est possible autant d'interactions. Dans la réalité, évidemment, je pense pas que ça arrive très, très souvent et du coup, ça rend les choses assez simples. Moi, je me rends compte quand tu as, des outils collaboratifs comme Google Docs, comme, je Oui. sais pas, Miro, qui est un outil qui te permet de faire un tableau blanc, collaboratif. Les gens se l'approprient très, très, très vite, quoi et ça tu peux être, 5-6 personnes en même temps sur un même document. C'est pas très gênant, quoi donc j'ai vraiment le sentiment que c'est vraiment une réponse à un besoin plus que, quelque chose qui est, techniquement, très compliqué.
Et si vous avez écouté le dernier épisode, Microsoft a aussi indiqué, qu'il allait améliorer, Microsoft Editor. Alors, pour savoir de quoi je parle, vous écouterez l'épisode précédent. Un nouvel éditeur, en fait, vidéo, qui arrive, chez Microsoft gratuit. Alors, j'ai hâte de voir ce que c'est. C'est, Clipchamp. C'est une application qui a été rachetée, par Microsoft et qui va vous permettre de réaliser des montages vidéo, rapides. Alors, pour ceux qui ont connu, Movie Maker, je pense que ça va s'y approcher, hein, ça va ressembler à ça. Fait que bref, la grosse nouvelle, c'était pas ces produits-là, c'était vraiment, Loop, qui, on n'a pas encore de date de sortie, on n'a pas Mmh. encore d'informations sur comment ça va sortir. Est-ce que ça va juste être sur les suites Microsoft 365 ou ça va être aussi accessible à Office 365? Est-ce que ça va être accessible à Office Live, qui est la version gratuite? Pas Ou dans d'infos. Teams. Ou dans oui, ça va assurément, ça va être dans Teams, ça, c'est clair, ça va être branché à l'intérieur de Teams. Mais est-ce que ça va, monsieur, madame, tout le monde va pouvoir l'utiliser ou est-ce que ça va être un outil professionnel? Je pense qu'ils ont quelque chose à jouer là pour essayer de combattre Notion, en fait, de faire une compétition à Notion. Si ça devient trop fermé à l'entreprise, je ne sais pas s'ils ils vont atteindre leur cible. Mais bref, super prometteur. Et puis si vous utilisez Notion dans un contexte d'entreprise, je serais super intéressé dans les retours vocaux, d'avoir votre avis, ou dans les commentaires. Est-ce que ça va bien? Est-ce que c'est bien compris? Parce qu'il y a toujours une notion Mmh, de gestion de changement, hein, sur ces outils-là qui est mmh. importante. On est habitué depuis des années avec des Excel, des Word, dans un bureau, des mails, c'est des choses qui sont là depuis plusieurs dizaines d'années. Est-ce que des outils comme Notion, c'est des trucs que vous voyez venir en entreprise? Peut-être des jeunes entreprises, des startups, oui, mais des entreprises qui sont là depuis longtemps. Je serais intéressé d'avoir votre avis, même professionnellement parlant, si vous avez des retours, ça m'intéresserait. Il y a Maxime dans la chatroom sur Twitch qui dit qu'il travaille professionnellement sous Google Workspace. Il y a une bonne inspiration. Je pense qu'il y a un point qui est assez clé quand même, qu'il faut vraiment souligner dans ce type d'usage. C'est, imaginez-vous faire un tableau dans cet outil, vous le partagez dans Teams ou peut-être par mail, et euh, si quelqu'un le modifie, ce tableau, dans Teams, admettons, dans une conversation, ça va le modifier, Partout. dans sa conception, enfin partout quoi, là où vous l'avez créé, là où il a été partagé. Ce qui fait que la notion de partage devient, une notion vraiment, qui n'a qu'un seul sens aujourd'hui. Quand tu partages un document, finalement, il peut y avoir plein d'interprétations. Il peut y avoir le fait que tu donnes accès à quelqu'un de le modifier en collaboratif ou que tu en envoies une copie. Là, avec cette nouvelle vision des usages, la notion de partage, elle n'a qu'un seul sens et qui est la même, c'est que tu donnes la possibilité à quelqu'un, alors soit de voir, soit de modifier, mais si c'est de modifier, c'est à la fois de modifier ce qui est partagé, mais aussi l'information source. Et ça, je trouve que c'est vraiment clé, parce qu'en fait, quand on y réfléchit, on doit dupliquer de la donnée, mais de manière catastrophique aujourd'hui, Ouais, ouais. en envoyant des PDF, des exports, des versions exportées, des finales, des VBIS, des trucs. Oh, en fait, ça doit être absolument catastrophique. Et d'un point de vue écologique, ça doit aussi être terrible. Enfin, j'ai tendance à penser que d'envoyer plein de copies d'un même document est moins écologique que d'en envoyer un de manière collaborative. Peut-être que je me trompe parce qu'il faut des serveurs pour assumer le fait que c'est collaboratif. Mais bon, bref. Et puis, Jess qui dit: «J'entends de plus en plus d'entreprises qui utilisent Airtable, le no code power», Matt, ça te parle? Je connais pas spécifiquement Airtable. Tu fais plaisir quand tu dis du no code power, no code, low code. C'est une thématique que je ne pensais pas aborder dans les lives, mais bref, depuis la nuit des temps, on entend parler, de développeurs. Alors c'est des tranches bestioles qui sont en arrière d'un écran et qui, Ouais, des avec des barbus. caractères, des barbus, qui avec des caractères manipulent des choses sur un écran magiquement et ça fait des programmes. Jusqu'à quelques années, ça a toujours été ça et ça l'est encore et ça le sera encore pour de très nombreuses années. Mais il y a des nouveaux outils qui arrivent et ces nouveaux outils-là, sont dans la catégorie low code, no code. Quand vous entendez, parler de ça, c'est des produits pour lesquels on n'a pas nécessairement besoin d'expertise technique en script, en code, mais plus en expertise d'ensemble, d'assemblage de blocs. On en parlait précédemment avec Notion. Du low code, no code, c'est vraiment de comprendre un contexte, une histoire par rapport à un besoin et puis de faire un assemblage de plusieurs éléments ensemble pour répondre à un processus. Typiquement, si vous avez besoin d'une commande, si vous avez besoin d'un outil pour faire des commandes en ligne,
pour votre entreprise, ben, quelqu'un qui fait du no-code pourrait, et là, je vais vous le simplifier dans sa plus simple expression, pourrait faire un Google Form ou un Microsoft Form et prendre le Excel de ça et prendre un IFTTT ou un Zapier en arrière ou un Flow et faire, après ça, envoyer un email à une personne en fonction de telles conditions. Alors, vous voyez, je fais plein d'actions présentement. Je fais des processus informatiques sans forcément connaître du code, juste en assemblant des technologies. C'est un peu ça du low-code, no-code. Évidemment, il y a des applications plus poussées en low-code, no-code. Oui, je suis d'accord avec toi, le no-code power, ça devient très, très fort. Ouais, les raccourcis sur iOS, effectivement, tu as raison Maxime, même si c'est un petit peu plus restreint, c'est Oui. plus peut-être du script un petit peu plus localisé, quoique on peut beaucoup le partager. Donc, l'analogie est peut-être finalement plus valable que ce que je ne pensais, mais Raccourcis sur Apple, parce que oui, sur depuis iOS. Monterey, maintenant, vous avez les raccourcis, hein. Pour ceux qui ne Oui, le savent pas, vous exact, les avez dans pardon. Monterey. Tu as raison, tu as raison. C'est vrai et ça va sans doute être d'ailleurs beaucoup plus facile de produire, des raccourcis avec Mac. Bon. On va, tranquillement passer à une rubrique inspiration. Juste avant, je voulais vous parler, de faits divers. Hem, en préparant cette émission avec, Matt, on parlait de faits divers, et on est tombés, d'accord tous les 2 pour dire qu'on est vraiment captivés par, ces histoires un peu sordides, hein, de société. Vous connaissez peut-être notamment Faites entrer l'accusé, Distorsion évidemment, les émissions de Christophe Ondelat et autres. Ouais, quelque chose me dit qu'on n'est pas les seuls, que vous aussi probablement, vous aimez, bien ces affaires-là. Heu, tu nous montres la rubrique, dans Apple Je vous Podcast True Crime ou non? non, je vous montre mes abonnements de podcast. Alors, il y a il y a effectivement, Creepypasta, Mystère, Le Coin du crime, le crime, il y a La Voix du crime. Moi, je pense que j'ai fait Étoile crime, puis je me suis abonné à tous ces podcasts-là. Effectivement, tu as raison, ça m'attire beaucoup. Pourquoi? Mais tu sais qu'il y a même, au passage, en France, Le Parisien, qui est un journal qui a sorti, OK. un podcast d'actualité. Ils appellent ça le podcast d'actualité du Parisien. Ça s'appelle Code Source. Donc c'est pas un podcast pour les développeurs, mais c'est un podcast d'actualité. Mais ce qui me fait marrer, c'est que en fait, sous couvert de parler d'actualité, il y a énormément d'épisodes qui sont, des faits divers et des événements de société, des trucs juridiques, de crimes. Donc bon, heu donc j'ai tapé ma petite requête, j'ai voulu me demander, tiens, donc il faudrait que je regarde pourquoi l'être humain aime autant les faits divers, et donc d'en faire une petite chronique, dans Relive. J'ai donc tapé la requête, hein, tout simplement dans Google. Pourquoi est-ce qu'on aime les affaires criminelles et les faits divers? Et figure-toi qu'il y a déjà plein d'articles, qui relaient pas mal d'éléments qui permettent de comprendre pourquoi est-ce qu'on aime, les faits divers. Donc j'ai compilé un petit peu les différentes, réponses. Et je vous les livre. Alors d'abord, il y a, bah oui, sachez-le, le sang, l'exécution. Il y a une espèce de fascination naturelle pour ça, pour l'être humain qu'on a toujours eu. On pourrait commencer, d'ailleurs ces propos en disant: «De tout temps, l'homme a aimé, les affaires sordides», mais parce que je pense que c'est vrai, tout simplement. Et en plus, c'est exacerbé par le travail des journalistes et quelque part les nouveaux médias. Heu, Aujourd'hui, le fait de partager ça par internet, ça exacerbe encore un petit peu plus, ces histoires et par un effet domino, les journalistes arrivent encore mieux à s'approprier l'information et le traitent de manière encore un petit peu plus poussée et il y a aussi une mise en feuilleton quelque part, hein, de Voilà, ces ouais. faits divers. Bon, les journalistes, mais encore parce que nous on aime ça, il y a une espèce de mouvement global qui amène à nous raconter ça comme étant les histoires du soir un petit peu qu'on peut vouloir lire, un peu pour vouloir, jouer à se faire peur et puis on a tous, à un moment donné, c'est les articles qui le disent, hein, c'est pas moi qui l'affirme, mais des moments où on a des pulsions. Nous, à titre individuel, où on pourrait être sujet à des pulsions, mais évidemment, on passe pas à l'acte. En tout cas, j'espère que vous qui nous écoutez, vous passez pas beaucoup à l'acte, mais il y en a qui passent à l'acte et ça nous fascine. Hem, on a même quelque part, d'après les articles que j'ai consultés, ce sentiment de passer à l'acte par procuration. Bon, ça m'a rendu un petit peu mal à l'aise, mais je suis tout à fait disposé à penser qu'il y a un petit peu de ça. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de voyeurisme. Ouais. Alors j'ai découvert ça, dans les articles, c'est assez dingue, tu vas voir. Aux États-Unis, ça va tellement loin que le voyeurisme, qu'il y a des entreprises de nettoyage de scènes de crime qui créent carrément des comptes Instagram.
Matt, le voyeurisme va jusque-là. Si vous allez sur Crime Scene Cleaning, vous allez tomber sur un compte Instagram, d'une entreprise donc qui fait du nettoyage de scènes de crime et qui vous montre des images de scènes de crime et qui vous donne même des éléments de contexte. Alors voilà, on est arrivé, là, il y a eu un massacre, donc quelqu'un qui a fracassé une autre personne, donc voilà, vous vous rendez compte tout le travail qu'on a eu à faire et regardez à quel bon, moi ça m'a et c'est pas confidentiel puisqu'ils recueillent eux, par exemple, 472 000 abonnés donc tu vois? On est plutôt sur, Mmh. sur du grand public, quoi. Heu, Évidemment, le but, c'est de pas tomber dans l'admiration. C'est la frontière, je pense, qu'il faut arriver à garder. C'est cette fascination coupable, on peut tous l'avoir, mais évidemment, il ne faut pas, tomber dans de l'admiration. Plus intéressant, beaucoup plus intéressant, c'est ces 2 conclusions, ces 2 explications plutôt, de pourquoi est-ce qu'on aime ces sujets-là qui m'ont beaucoup parlé. Il y a le facteur de créateur de lien social. J'ai adoré, cette notion-là. C'est un peu comme les météos, tu vois? C'est des sujets sur lesquels tout le monde tombe globalement d'accord, et on peut discuter sans trop de risques. Alors bon, il y a des sujets qui prêtent un petit peu plus à, avoir des opinions divergentes, mais globalement, il y a les grands méchants et il y a les victimes et globalement, on tombe d'accord sur ce qui se passe et c'est un peu comme les séries, Netflix qui buzzent, tu vois? Tu nous parlais Mmh. de Squid Games avec, le dernier épisode, et bah, du coup, je pense que ça fait un petit peu partie de ces mêmes sujets qui sont des sujets d'actualité qu'on est très nombreux à partager et qui font des sujets de discussion à la machine à café ou, dans les transports. Et puis, un truc qui m'a vraiment fasciné parce que là aussi ça a fait un déclic pour moi, ce sont des éléments, parmi tant d'autres, hein, qui permettent de nous structurer dans le temps. On a des journées qui sont extrêmement linéaires, très répétitives. Là, on peut faire un écho, hein, sur, ce qu'on disait sur le rythme de travail, au quotidien dans nos mondes modernes et finalement, ces sujets-là, ils nous sortent de notre quotidien. Là encore, par procuration, par évasion, mais aussi par intérêt. C'est, des sujets qui génèrent des émotions qui sont très perturbantes et aux antipodes, pardon, de notre, métro boulot dodo. Donc, en conclusion, pourquoi? Eh ben, il n'y a pas qu'une seule, réponse à ce pourquoi. Il y a une multitude de réponses et du coup, on est fasciné par, ces histoires, par ces faits divers, pour toutes ces raisons-là et quelque chose me dit que ce n'est que le début et qu'il va y avoir encore plus de manières de traiter ça. Regarde, l'explosion dans le monde du podcast, il y a, carrément une Ouais. catégorie, true crimes et j'imagine qu'il va y avoir encore, plein d'autres opportunités pour, nous parler de faits divers, de manière complètement, nouvelle, de manière à nous renouveler notre quotidien. Est-ce que ça te parle toutes ces explications, Matt, sur le pourquoi? Écoute, le lien social, ça me parle. J'écoutais encore une fois une télésérie sur des crimes hier, sur, la le c'est pathétique, sur la mort tragique d'Elisa Tam, la Canadienne qui, est morte au Cecil Hotel à Los Angeles et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a des enquêteurs numériques maintenant. Alors, quand Ouais, on bien parle de sûr. liens Mmh. sociaux, il y a des groupes qui se forment, des amitiés qui se forment et des gens qui se parlent et beaucoup de gens qui sont très intéressés. Alors oui, cet aspect-là me parle. Je pense que c'est pas ce que pas ça qui m'attire. Moi, je suis toujours assez intrigué. L'humain me fascine dans le bien et dans le beau comme dans le terrible et des fois, c'est juste simplement ces effets-là qui me font, autant j'essaye d'aller vers le mieux, d'aller des choses plus vertueuses, autant je suis, flabbergasté, comme on dit, des fois, quand on voit ce qui peut arriver et l'humain, dans toute sa complexité en arrière de ça et des fois, dans le cas d'Elisa Tam, si vous regardez cette télésérie-là sur Netflix, qui est en 4 épisodes, hem, les fins tragiques sont tragiques pas forcément à cause de criminels. Il y a des problèmes de santé mentale aussi, et c'est assez fascinant l'humain là-dedans dans sa beauté et dans sa laideur. Il y a Don't Fuck with Cats, sur Oui, Netflix, qui est alors Netflix au passage, hein, qui s'approprie évidemment beaucoup ces sujets-là. Don't Fuck with Cats, qui illustre d'ailleurs cette démarche qu'il peut y avoir avec les enquêteurs, collaboratifs. Dans Distorsion, ils en parlent beaucoup aussi, hein. Il y a énormément de groupes, Facebook, qui enquêtent pour le meilleur et pour le pire, j'allais dire, hein, sur ces sujets-là. Bon,
Un sujet qui est, totalement inconnu pour, Priscille, qui nous a rejoint là dans la chatroom, et qui nous dit d'ailleurs au passage, qu'elle pense jamais qu'on est en live le dimanche. Alors c'est pas tous les dimanches Priscille. Moi je pense que la meilleure, préconisation qu'on peut faire aux personnes qui ne veulent pas manquer nos lives, c'est de se créer un petit compte, Twitch et de suivre Real Life Podcast sur Twitch avec les petites, notifications. Comme ça vous aurez, les petits rappels, de quand on est, évidemment en live. Merci. Pas merci du tout, enfin merci à vous qui nous suivez dans la chatroom certes, mais on n'a pas fini notre épisode. On a encore, un petit élément, d'inspiration. Matt, tu voulais nous parler de tech à titre personnel. Quand est-ce qu'il est, bon temps de remplacer notre appareil? Ça, je sens que ça va nous parler toujours sous l'angle de: «En as-tu vraiment besoin?» ça. Oui, c'est mon, c'est l'élément que je parle de plus en plus en ce moment, pour lequel je prends le plus de considération et ben, si vous êtes au live dans les enregistrements, entre les enregistrements, on parle avec avec le chat et je pense que c'est Maxime qui me posait la question: «Est-ce que je vais acheter le prochain nouveau Mac M1 Pro?» Et je lui répondais: «Ben non, parce que le mien, il fait très, très bien encore» et j'ai trouvé un article qui, met en plus en mots, concrets les conseils que je peux donner aux gens quand ils veulent avoir un nouvel appareil électronique. Ben, de considérer avant, est-ce que, votre, système d'exploitation sur lequel est votre appareil électronique, est encore à jour? Si oui, c'est peut-être pas encore nécessaire de le changer. Alors, quand on dit: «Est-ce que je dois le changer?» On se pose des fois, hein, c'est même les gens qui ne sont pas technologues se posent carrément la question: «Est-ce que je dois le changer?» Ben, est-ce que tu as encore les mises à jour? Oui, alors non, pas nécessairement. Tu es pas obligé, de le changer. Est-ce que, te ton ordinateur est brisé? Si oui, peut-il être réparé? S'il est réparable, répare-le. C'est le meilleur conseil que je peux te donner en technologie. Le 3e élément que je pose souvent comme question et dans l'article qui relayait ça, est-ce que, les logiciels que tu utilises pour ton travail, pour ce que tu fais, ben, suffisent encore? Ça se peut, hein, des fois qu'on ait un ordinateur, qu'on ait des logiciels, on fait maintenant de la photo, on fait maintenant de la vidéo. C'est de plus en plus gourmand et pour avoir un résultat, ben, ça nous prend de plus en plus de temps et quand on l'a et des fois on l'a carrément pas. Alors si votre ordinateur ne correspond plus aux usages de vos logiciels que vous utilisez, ben, c'est peut-être le temps de le changer et puis, aussi, ça peut arriver, ça m'est arrivé cet été avec la pénurie dans les dans les problèmes de puces. Je ris, mais c'est pathétique. OK, je vais faire un aparté tranche de vie, là, on va appeler ça la section tranche de vie à Mathieu. Ma laveuse, mon lave-linge a brisé cet été. Alors le réflexe que j'ai, c'est d'appeler un réparateur. Malheureusement, avec la crise des composants en ce moment, ça a été impossible pour lui de réparer, parce qu'il n'a plus de composants pour le réparer. C'était plus simple pour moi si je voulais encore laver du linge à la maison, parce que j'aurais pu aller dans une buanderie, mais c'était pas ce choix qu'on voulait faire, c'était impossible pour nous, ben, c'était de racheter carrément un autre appareil. Alors ça peut arriver aussi des fois, hein, que le la pièce pour laquelle vous voulez réparer, ça se réparait, mais que vous ne pouvez pas le faire et que l'appareil est irréparable. Alors, c'est toutes ces raisons-là qui font que, ben, vous pouvez peut-être changer d'appareil. En tous les cas, vous avez toute la latitude de dire: «Moi, j'ai vraiment essayé tout ce que je pouvais pour le réparer ou pour le faire durer. Ça ne marche pas, là, je vais le changer». C'est vraiment les 4 éléments, je vous dirais, qui sont importants à prendre en considération avant de changer un appareil. On a des appareils de plus en plus performants qui peuvent tenir la route encore plus longtemps. Alors, je trouvais que c'était important de vous relayer cette information. Ouais, quand on n'est pas obligé, c'est peut-être pas nécessaire. Effectivement, merci beaucoup Matt. Il est grand temps de rappeler les devoirs qu'on va donner à nos auditeurs, à notre communauté. Alors le premier devoir, c'est peut-être d'aller déposer un avis sur Apple Podcasts, Podcast Addict et de faire connaître, l'émission, éventuellement en la partageant sur les réseaux sociaux ou même à votre entourage, hein. Sans parler de réseaux sociaux, vous avez, probablement des personnes que vous côtoyez à votre travail et qui seraient susceptibles de devenir des auditeurs assidus de Relife, eh ben, c'est le bon moment pour leur partager, forcément. Et puis, si jamais vous voulez passer à la vitesse supérieure, que vous écoutez le podcast parce qu'il vous plaît, qu'il vous divertit, qu'il vous apporte des informations clés,
eh ben, ça mériterait peut-être d'aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/relivepodcast. Vous aurez évidemment toutes les informations de comment ça fonctionne. Je vous rassure, c'est extrêmement simple. L'interface de Patreon est plutôt très bien pensée. En quelques clics, vous allez pouvoir vous engager à nous soutenir un petit peu comme un abonnement. Mais évidemment pas un gros abonnement comme vous avez sur certains sites d'actualité, beaucoup plus simple pour, très concrètement nous accompagner dans notre démarche pour garantir la, durée, de diffusion de Relife et notre régularité. Donc évidemment merci beaucoup et puis peut-être que vous avez envie, d'interagir avec nous à titre individuel. Alors Matt, c'est très simple, où est-ce qu'on peut te retrouver à titre individuel? Profduweb.com, profduweb.com, c'est vraiment l'endroit, le hub pour les Français, le concentrateur de liens, où vous allez retrouver tous les liens qui vont bien pour me rejoindre et pour me suivre aussi dans mes podcasts, dans toutes sortes d'aventures. Et Guillaume, toi, on te rejoint où? C'est quoi le meilleur endroit? Toujours un site, guillaumevendée.fr où vous aurez, les différents liens vers, mes différentes, productions. Et puis peut-être aussi que pour conclure, ce rappel des incontournables, on peut aussi dire à Priscille qu'on peut nous suivre sur Twitter, Relive Podcast, parce que, elle nous a précisé dans la chatroom qu'elle, désactivait les notifs et elle a bien raison. On est nombreux à désactiver nos notifs, mais peut-être qu'une fois de temps en temps, ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil sur Twitter, Relive Podcast, parce qu'en fait, on met pas énormément de tweets. Je pense que c'est pas de manière à polluer Non. beaucoup, le fil d'actualité de quelqu'un, mais par contre, vous aurez les infos de quand on est en live ou quand on vous rappelle aussi la date d'enregistrement. Ça peut être une indication en plus pour ne pas manquer nos diffusions sur Twitch, twitch.tv/Relive Podcast. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup à toi, Matt, pour m'avoir offert cet instant en ta compagnie. C'est toujours un immense plaisir. On se dit rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode de Relive. Ciao à toutes et à tous. Ciao, ciao!